Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Omar m'a tué. Ces quelques mots en lettres de sang avec une faute de grammaire sont au cœur d'une des affaires criminelles les plus controversées de notre époque. En juin 1991, Ghislaine Marchal, riche héritière, est retrouvée assassinée dans la cave de sa luxueuse villa de la Côte d'Azur. Cette inscription sur la porte désigne son jardinier marocain, Omar Radad. L'a-t-il tué pour la voler ? Ou cette phrase accusatrice est-elle une manipulation ? Aujourd'hui, 33 ans après les faits, Omar Radad continue de clamer son innocence. Vous écoutez l'affaire Omar Radad, première partie. De Mougins est entre deux villes des Alpes-Maritimes qu'on connaît bien, Cannes au sud et Grasse au nord. David Galtier, ancien directeur de la gendarmerie des Alpes-Maritimes. La ville du cinéma ou la ville des parfums. C'est aussi la ville des stars, des célébrités. La ville de Cocteau, de Montand, de Picasso. Les gens qui vivent dans le quartier Saint-Barthélemy à Mougins, qu'on appelle les gens de la colline, sont des gens très aisés. Ève Livet, journaliste et auteur du livre « L'affaire Omar, mensonge et vérité ». Qui vivent dans de très belles villas, qui emploient du personnel de maison. C'est un coin très calme, très paisible. Ghislaine Marchal, c'est une femme qui a 65 ans. Dominique Verdaillan, ancien journaliste à France 2. Qui vit seule, donc cette maison sur les hauteurs de Mougins, une villa qui s'appelle La Chamade. Elle avait des amis et son fils qui venait la voir. Henri Leclerc, avocat de la famille de Ghislaine Marchal. Périodiquement, c'est une femme assez joyeuse de vivre. C'est une femme qui est riche héritière d'un homme qui était chef d'entreprise, les Lampes Marchal. On a souligné à l'époque qu'on l'appelait un peu la dame à la Rolls dans la région. On est dans un univers plutôt confortable. Le lundi 24 juin, les premières à s'inquiéter de la disparition de Madame Marchal, ce sont Madame Coster, sa voisine, chez laquelle elle devait se rendre le dimanche à midi pour l'anniversaire de son mari. Madame Coster va téléphoner à Madame Pascal, l'autre amie de Madame Marchal, en lui disant « Écoute, j'ai pas vu Ghislaine, est-ce que tu as de ses nouvelles ?» Madame Pascal lui dit non. Francine Pascal sait qu'il y a une société de sécurité que l'on peut appeler. Le gardien se rend sur place. Il y a un portail qui est ouvert, il y a cette porte d'entrée qui n'est pas fermée à clé, l'alarme n'est pas enclenchée non plus. Apparemment, rien n'a été volé, aucune effraction commise. Le sac est encore là, ses lunettes sont encore là, ses mots croisés sont encore là. On a l'impression qu'elle va revenir. Mais ils vont décider d'alerter la gendarmerie parce qu'on ne trouve nulle trace de Madame Marchal alors que tout est ouvert, donc c'est très étrange. C'est la brigade territoriale de Mougins, brigade locale, qui sont les premiers sur les lieux et qui vont procéder à un premier tour d'horizon de l'ensemble de la villa. Les gendarmes ont fait le tour de la maison. Ils n'ont pas trouvé Madame Marchal, donc le seul endroit qui n'a pas été exploité, c'est le sous-sol. Dans une boîte à cigares qui est déposée sur un des meubles de la chambre de Madame Ghislaine Marchal, des clés vont être trouvées, un trousseau de clés, et à l'intérieur, une clé où il est inscrit « chaufferie ». On a tous en mémoire cette image qui a été filmée par les équipes de télévision à l'époque, de cette maison, et puis de ce petit escalier extérieur, fermé avec une grille toute simple, et puis quelques marches. Et puis, évidemment, en bas des marches, il y a une porte. Le gendarme va se trouver nez à nez avec une porte fermée. Ce sont deux gendarmes, dont un assez costaud, et autant la serrure s'ouvre assez facilement, autant la porte reste coincée. Il y a manifestement un obstacle qui est derrière cette porte. On pousse. Un des gendarmes réussit à mettre la main dans un petit espace et puis il va toucher un peu pour voir ce qu'il y a derrière. Effectivement, il y a une résistance.
Alors on pousse un peu plus, ça finit par céder. Et quand effectivement les gendarmes finissent par ouvrir cette porte, s'aperçoit que le mécanisme est quand même un peu réfléchi. Un lit pliant, un chevron, une barre métallique qui empêchait justement l'ouverture facile de cette porte. C'est lorsque le gendarme a réussi à pénétrer à l'intérieur de ce sous-sol qu'il comprend la disposition des lieux. Il y a une cave à vin qui se trouve immédiatement sur sa gauche et puis sur la droite, un petit peu plus après l'entrée, une chaufferie. C'est là qu'il découvre un corps de femme qui correspond à Ghislaine Marchal. Elle est étendue, elle est en peignoir, elle a perdu beaucoup de sang. Elle a des coups sur le devant de la tête et elle est lardée de coups de couteau, ça ne retrouvera pas là. C'est un meurtre abominable. Les gendarmes vont avancer petit à petit dans ce sous-sol. Ils vont découvrir une première inscription, Omar m'a tué. Une inscription très nette, très ferme, écrite en lettres de sang. L'inscription, c'est Omar m'a tué. Or, tuer est écrit T-E-R. C'est évidemment une faute d'orthographe, c'est l'accord du participe passé. Elle aurait dû écrire T-U-E-E. Ils vont avancer, ils vont découvrir devant une autre porte, une autre inscription, Omar m'a tué. Cette fois-ci, l'inscription n'a pas été écrite jusqu'au bout. Les lettres vont en dégringolant. Omar Mat. On voit la deuxième inscription, elle est en bas de la porte et s'incline vers le bas. On voit très bien quelqu'un qui est épuisé et qui n'arrive même pas à finir. C'est une dénonciation. C'est assez rare dans les affaires criminelles que le coupable soit désigné par sa victime. On est dans un Cluedo, dans un polar. C'est du Sherlock Holmes, du Colombo, et puis voilà, il faut trouver le coupable. Les gendarmes ont constaté qu'il s'agissait d'une scène de crime. Ils ont pratiqué le gel de la scène de crime. Ils vont marquer les scènes, ils vont marquer petit à petit les lieux où l'on voit des traces de sang, où l'on voit des outils qui ont pu servir des éléments comme le chevron, comme le tuyau métallique, comme le lit pliant. Mais j'allais dire, on s'arrête là. Très peu de prises d'empreintes, pour pas dire pas du tout, dans le sous-sol, et pas du tout non plus dans la maison. Et on ne trouve pas non plus l'arme du crime. Madame Marchal a été frappée, violentée, plusieurs coups de couteau, ce qui explique qu'elle a perdu énormément de sang. On ne trouve aucune arme dans le sous-sol, à ses côtés. Les gendarmes se trouvent devant une scène de crime particulièrement horrible, avec quelque chose de très particulier, ce sont ces deux inscriptions en lettres de sang, qui vont tellement impressionner les gendarmes, au point que ces inscriptions Omar m'a tué, ça va être l'hypothèse de départ et la conclusion. Et entre cette hypothèse et cette conclusion, l'enquête ne pourra pas s'écrire véritablement, parce que l'enquête va être à partir de ce moment-là influencée totalement par cette inscription, surtout Omar m'a tué. Pour les enquêteurs, une hypothèse se dessine. Avec cette phrase écrite en lettres de sang, la victime a voulu désigner son meurtrier avant de mourir. Ils vont donc se mettre en quête d'un homme prénommé Omar dans l'entourage de Ghislaine Marchal. Et très vite, ils vont trouver celui qu'ils cherchent. C'est simple, hein. Omar m'a tué, les gendarmes ressortent de la chamade. Devant la villa, il y a évidemment un attroupement. Et parmi les personnes qui sont là, il y a la voisine, il y a l'amie de Ghislaine Marchal, qui est Madame Francine Pascal, qui dit « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, et les gendarmes lui disent « Omar, ça vous dit quelque chose, madame ?» Et elle répond tout à fait naturellement. Elle dit « Bah oui, Omar, c'est le prénom du jardinier, Omar Haddad. » Le jardinier est employé par Madame Marchal, et d'ailleurs, je l'emploie aussi.
Et il habite où, ce Omar Haddad? Il habite un peu plus bas, au Canet, voilà. Évidemment, ensuite, les gendarmes se disent il n'y a plus qu'à aller l'arrêter. Et on a trouvé le coupable, puisque c'est écrit rouge sur blanc. Omar Haddad est un jeune Marocain, Georges Girard, ancien avocat d'Omar Haddad. marié, père de 2 enfants, en situation régulière en France, d'ailleurs, et qui travaille comme jardinier chez Madame Marshall et chez Madame Pascal, qui est la voisine de Madame Marshall. Il travaille également pour d'autres personnes, qui sont d'ailleurs des personnes d'un milieu bourgeois, privilégié, et qui ont toujours apprécié Omar Haddad. Omar Haddad, lui, il vit dans un petit appartement, il parle pas français, il ne sait pas lire, il a une vie modeste, il a une vie sans histoire. Ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un trafiquant de drogue, ce n'est pas quelqu'un qui a affaire habituellement aux forces de police. Omar Haddad est arrêté le matin du 25 juin à Toulon, où il se trouve dans sa belle famille. Il est allé rejoindre sa femme pour fêter l'Aïd el-Kébir. Il se fait interpeller sans résistance, en se disant voilà, je vais peut-être être emmené à la gendarmerie, mais il rassure sa femme d'ailleurs. Il dit je vais revenir bientôt. C'est sûrement une confusion, un problème. Voilà, il n'imagine pas évidemment que va se dérouler derrière la machine infernale. Dans le premier temps de sa garde à vue, auquel nous n'avons pas assisté, puisqu'il n'y avait pas d'avocat. Gérard Baudou, ancien avocat d'Omar Haddad. Il tombe des nues, il est abasourdi, il ne comprend pas ce qui se passe. En plus de ça, il ne comprend pas fatalement tout ce qui lui est dit. Au départ, il ne comprend pas que Madame Marshall a été assassinée. Et lui, quand il commence à entrevoir cela, parce qu'on lui dit ça à l'arabe, tu as tué Madame Marshall, il se dit, mais ils sont fous. Il leur dit, mais moi, j'avais de très bonnes relations avec Madame Marshall. Dans cette garde à vue, il n'y a pas eu non plus de pression particulière exercée par les enquêteurs. Sans doute, effectivement, maîtrisait-il pas entièrement le français, mais il le parlait suffisamment et le comprenait pour pouvoir s'exprimer et répondre aux questions des enquêteurs. Omar Haddad, lorsqu'il est placé en garde à vue, va rapidement dire quel est son emploi du temps pour la journée du 23 juin 1991, scène du meurtre. Le dimanche 23 juin, il dit qu'il a travaillé chez Madame Pascal le matin. Ensuite, il a pris une pause déjeuner de midi à 13h. Omar Haddad se déplace en mobilette. Et il y a un temps pour aller à son domicile qui doit être de l'ordre de un peu moins de 10 minutes. Il s'est arrêté à une boulangerie pour acheter une baguette de pain. Il est arrivé chez lui. Il a mangé du pain et du fromage, regardé une émission à la télé, et puis il est reparti travailler chez Madame Pascal. Il dit, moi je suis rentré à 13h05. Alors évidemment, si Omar Haddad est descendu chez lui entre midi et 13h, il n'a pas pu tuer Madame Marshall. Il donne un certain nombre d'indications sur des alibis que les gendarmes vont ensuite essayer de vérifier, bien sûr. Les gendarmes iront dans la boulangerie et demanderont aux personnes qui y travaillent s'ils ont vu Omar Haddad, ce qui n'est pas le cas. Ils contredisent l'alibi qui est donné par Omar Haddad. Le premier rapport de médecine légale qui a été effectué le 24 juin dans la soirée indiquait simplement que la mort remontait à plus de 6 heures. Non seulement elle a subi plusieurs coups de couteau ou d'un autre instrument tranchant, et elle a reçu plusieurs coups sur la tête et sur le corps. Les médecins légistes diront que ces coups ne sont pas directement mortels, mais que ce sont des coups qui ont provoqué un certain nombre d'hémorragies importantes, et donc elle est morte par perte de sang entre un quart d'heure et une demi-heure après les coups. Ça serait évidemment pendant ce temps d'agonie que
Dans un premier temps, elle écrit la fameuse inscription « Omar m'a tué » et dans un deuxième temps, « Omar maté ». Les graphologues vont analyser cette fameuse faute d'orthographe « ER ». Elle était une femme tout à fait de bonne éducation, mais elle commettait des erreurs d'orthographe. Ça a été constaté dans plusieurs de ses écrits et dans ses mots croisés. Et puis la deuxième interrogation, c'est est-ce que c'est la victime qui a effectivement écrit ces inscriptions? Les experts seront là-dessus unanimes en disant oui, c'est bien Madame Marshall qui a écrit Omar m'a tué et Omar maté, donc Omar Haddad est forcément coupable. Il y a une chose au moins qu'il faut chercher, c'est le mobile. Pourquoi aurait-il tué Ghislaine Marshall? Les gendarmes vont découvrir qu'Omar Haddad a des dettes. Il a 2 loyers en retard. Ils vont découvrir aussi qu'il joue au casino, il joue aux machines à sous. On tenait de Madame Pascal des confidences de Madame Marshall qui disaient qu'il demandait de plus en plus souvent des avances, que c'était pas possible, il fallait changer. Il n'arrêtait pas de demander des avances, il allait taper à sa fenêtre pour demander des avances. Et donc le mobile, ça peut être que l'argent. Ghislaine Marshall a retiré quelques milliers de francs. Le sac qui a été retrouvé dans une des pièces de la maison était ouvert et il n'y avait plus d'argent à l'intérieur. C'est autour de 4 à 5 000 francs qui ont ainsi disparu. Et on peut penser que le vol est l'un des mobiles du crime. Donc, Omar Haddad a tué Madame Marshall, c'est écrit sur le mur, et s'il l'a tuée, c'est pour la dévaliser, lui prendre l'argent qu'elle avait probablement dans son sac à main. C'est ça la construction de l'accusation. Au terme de la garde à vue d'Omar Haddad, il est déféré devant le juge d'instruction sans l'assistance d'un avocat, sans l'assistance d'un interprète. On a piétiné les droits de la défense. On a pris le code de procédure pénale et on l'a encore moins considéré qu'un rouleau de papier hygiénique. Et on l'inculpe, puisque c'est ainsi qu'on le disait à l'époque, de meurtre. L'inculpation à l'époque pour les faits repose essentiellement sur les inscriptions, on le sait, sur la dénonciation par la victime. À l'époque, il leur a semblé légitime de placer en détention provisoire, à ce moment-là, Omar Haddad, le temps que les investigations complémentaires soient faites. Assassinat dimanche dernier à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, de Ghislaine Marshall. Sur le mur de la pièce où gît le cadavre de Ghislaine Marshall, Omar m'a tué. Quelques lettres sanglantes qui forment un prénom, Omar. Cette affaire, c'est comme un roman d'Agatha Christie. La presse, l'opinion publique, elle est prise dans la spirale du Omar m'a tué. Ce qui passionne l'opinion publique, c'est la femme riche tuée par un pauvre, et l'accusation sur le pauvre est forcément injuste. C'est trop gros, c'est trop beau. Cette culpabilité immédiate, évidente d'Omar Haddad. Les voisins de Madame Marshall et de Madame Pascal en particulier réagissent tous de la même manière, c'est-à-dire que tous disent « Il est impossible qu'Omar Haddad ait tué Madame Marshall. Ce garçon est très doux, très gentil. Aucun de ces grands bourgeois ne va croire un instant à la culpabilité d'Omar Haddad. Tous sont convaincus que c'est une erreur. » Lorsque j'ai pris connaissance du dossier, je me suis aperçu de tous les manquements de l'enquête. Gérard Baudou, ancien avocat d'Omar Haddad. Et je me suis aperçu qu'il s'agissait, alors, sur fondement effectivement des inscriptions, de la construction d'un coupable parfait. Je lis le dossier. Georges Girard, ancien avocat d'Omar Haddad. Et je suis sidéré de constater une multitude de choses qui ne vont pas. Lorsque Mme Pascal sera interrogée par les gendarmes, on lui dira « Mais comment il était, Omar Haddad, à ce moment-là » Il était calme, il était serein, pas du tout le visage ni l'allure de quelqu'un inquiet, en proie à peut-être quelque chose qu'il aurait fait de pas convenable. Il avait des taches de sang sur lui, non? Il n'avait aucune tache de sang, il n'avait rien. Bon, voilà.
Les vêtements d'Omar Haddad n'étaient tachés par aucune trace de sang. Ni les vêtements, ni les chaussures. Si Omar avait été l'auteur de ces faits-là, indubitablement ses vêtements auraient été tachés, il aurait dû les changer, il ne les a pas changés. Il y a même eu débat sur non seulement l'heure, mais le jour de la mort de Ghislaine Marchal, puisque dans un premier temps, un expert va rendre son rapport en parlant du 24 juin, c'est-à-dire le lundi. Ce qui, évidemment, innocente totalement Omar Haddad, puisqu'il n'était pas à Mougins ce jour-là, il était en famille pour fêter Aïd el-Kébir. Et là va se passer quelque chose d'invraisemblable. 3 experts, la bouche en cœur, vont dire « Ah ben, c'est une erreur de frappe ». Ça dépasse l'entendement. Ils ne relisent pas leur rapport d'expertise avant de les signer? Il n'y a en réalité, à aucun moment, dans leur rapport, quelque chose qui permet réellement de situer ou de faire remonter la mort au 23 juin. Premier temps, on nous dit 24 juin, ah ben ça va pas le 24 juin parce que Omar il n'est pas là. Et ensuite, on nous dit 23 juin. Un autre élément est assez curieux, c'est que le corps de Madame Marchal va être incinéré rapidement, ce qui va priver les avocats d'une possibilité éventuelle de demande d'autres expertises sur le corps de Madame Marchal. Il y a de quoi penser que tout a été mis en œuvre pour qu'on livre Omar Haddad comme un coupable, alors qu'une multitude d'éléments dans ce dossier semblent démontrer qu'Omar Haddad n'est pas concerné par cette affaire. De toute façon, la scène de crime est compliquée. Il y a eu débat. Il y a eu débat pendant l'instruction. Je me souviens très bien de cette image des 2 avocats niçois ressortant de la chamade et disant on a pu démontrer par A plus B que ça ne pouvait pas être Madame Marchal qui avait mis ce mécanisme, c'est donc un meurtrier, etc. À l'occasion du transport sur les lieux, j'ai affirmé que nous avions fait la démonstration qu'il était parfaitement possible, en quittant le local, de positionner le lit dans la position dans laquelle l'ont trouvé les gendarmes qui sont entrés les premiers, le 24 juin 1991, dans le sous-sol de la chamade. Absolument. Ce que les gendarmes découvrent en ouvrant cette porte de cave n'est qu'une mise en scène. Il est complètement impossible que le tueur ait eu un tel comportement. C'est pas possible. D'abord, c'est pas possible de faire le montage à l'extérieur. Les premiers avocats d'Omar Haddad, lors de leur constitution, ont essayé d'en faire la démonstration. Mais c'est pas possible, ils n'y sont pas arrivés. Il est évident que c'est Madame Marchal. Elle s'est barricadée en faisant ce petit assemblage. C'est Madame Marchal qui non seulement a écrit les inscriptions, mais qui s'est enfermée de façon à ce que son meurtrier ne revienne pas. Et à partir du moment où on croit à cela, par évidence, on croit à la culpabilité d'Omar Haddad. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Nathalie Mazier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.